dans un instant. Il fallait au moins un as de la géopolitique pour nous montrer le dessous des cartes dans un instant. Demain. Il se disait, je partirai un jour. Et un jour, il est parti. Vers où? Il ne le sut qu'en arrivant, 1 an et 2 continents plus tard. Vasco de Gama nous invite à faire 4 escales dans son sillage. Demain, à 20h45. Mercredi. Une violence aveugle. Des terroristes manipulés. La classe politique sous haute tension. C'est l'Italie des années 70, analysée dans le terrorisme noir. Deuxième partie, mercredi, à 20h45. Prenons le temps de regarder aussi le dessous des cartes. Arte. Bonsoir. Voici aujourd'hui le deuxième volet que je consacre à cette idée politique tout à fait neuve, apprendre. La semaine dernière, je vous ai montré les courbes de la scolarisation des enfants à l'échelle mondiale. Cette courbe est en nette augmentation par rapport aux années 70. Et pourtant, aujourd'hui, plus de 100 millions d'enfants grandissent dans le monde hors de tout système scolaire, hors de tout apprentissage, avec toutes les conséquences incalculables que cela peut avoir. Alors dans ce deuxième volet, essayons de voir quelles sont les solutions, puisque l'école ne peut apporter à elle seule toutes les réponses. D'abord, il faut pouvoir y aller, et ensuite, il y a le contenu, la qualité de ce qui est enseigné. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'alphabétisation, des femmes et de l'école hors de l'école. D'abord, l'alphabétisation. Voici un tableau exprimant son évolution dans le monde. Et l'alphabétisation, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas seulement savoir lire et écrire. Il faut que cela serve concrètement. Sur ce tableau, on a en abscisse le temps et en ordonnée le pourcentage de personnes alphabétisées dans le monde, toutes régions confondues. On voit que de 1970 à 2001, sur cette courbe moyenne, la progression est constante, largement au-delà de la croissance démographique mondiale. On passe d'environ 60% de la population mondiale alphabétisée en 1970 à environ 80% en 2001. Alors ces chiffres ne sont qu'indicatifs, car les appareils statistiques nationaux sont parfois incomplets. Mais cette progression est encourageante, même si cela veut dire qu'en 2010, les 15% restants représenteront en fait 830 millions d'analphabètes dans le monde. Maintenant, si on entre plus dans le détail, on peut faire apparaître une deuxième courbe, celle de l'alphabétisation des hommes. Et on voit qu'elle se place au-dessus de notre courbe moyenne. Et enfin, une autre courbe, plus bas dans le tableau, celle de l'alphabétisation des femmes dans le monde. On constate donc un écart persistant entre hommes et femmes, et qui d'ailleurs se prolonge jusqu'en 2010. Bien, mais tout cela, ce ne sont que des chiffres, des statistiques mondiales que je vous donne froidement. Or, on parle là, évidemment, de réalité humaine. Alors, cela veut dire quoi, au juste, cet écart entre hommes et femmes? Eh bien, cela veut dire qu'on est face à une double inégalité. La première entre ceux qui savent lire et ceux qui n'accèdent jamais à la lecture et à l'écriture. La seconde entre hommes et femmes. Il y a beaucoup plus de fillettes non scolarisées que de garçons. Beaucoup plus de femmes analphabètes que d'hommes. Les filles sont moins volontiers envoyées à l'école que les garçons, car souvent, dans les mentalités,
elles partiront se marier et donc elles seraient comme perdues pour la famille. Donc l'école serait inutile. Alors évidemment, c'est un raisonnement idiot. Car en fait, l'investissement éducation sur les filles et les femmes est plus rentable que sur les garçons. Alors pourquoi une telle affirmation? Car les filles, et pardon pour cette évidence, sont appelées à être mères. Elles restent à la maison, donc elles tiennent la famille. Surtout dans ces pays où la structure villageoise est la base de tout. Une fois éduquées, elles peuvent transmettre le savoir à leurs enfants, elles peuvent lire le mode d'emploi des médicaments, donc elles favorisent la santé familiale et font ainsi baisser le taux de mortalité infantile. Et puis restant dans le village, elles sont aussi le lien social, alors que les hommes partent au travail, à la ville ou à la guerre. Alors pour toutes ces raisons, les femmes offrent, si l'on peut dire, un retour sur investissement plus important que celui que l'on peut faire sur les garçons. Or globalement, on croit plutôt le contraire. Donc vous le voyez, les filles d'abord. Et puis il n'y a pas que l'école pour apprendre. Donc pourquoi ne pas investir hors de l'école? Eh bien là encore, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'école, le système scolaire classique, ne peut pas tout faire. Donc tout doit être utilisé pour accéder à l'apprentissage de base. Le scolaire, mais aussi la moindre initiative hors système. La rue, toute transmission d'un savoir, et avant tout d'un savoir directement utilisable. Alors prenons des exemples concrets dans plusieurs parties du monde, et pour une fois je ne vais pas vous montrer des cartes, mais quelques images. Voici à Dakar, au Sénégal, une école de la rue. Car si les enfants ne vont pas à l'école, après tout, on peut faire l'inverse. L'école peut aller là où se trouvent les enfants. À Dakar, il existe par exemple des bénévoles sénégalais. L'un d'eux fait des cours dans un garage que les enfants du quartier viennent suivre lorsque leur journée de travail à la maison est terminée. Et puis le soir, ce sont les adultes du quartier qui viennent prendre des cours. Les chaises et les cahiers sont financés un peu par les familles et beaucoup par des organisations non gouvernementales, des ONG comme ENDA ou Aide et Action spécialisées sur l'éducation. Je vous donnerai les références tout à l'heure. Eh bien là, l'action est concrète, à petite échelle, mais cela est durable, hors école et à faible coût. Deuxième exemple, en Mongolie. On a là un exemple d'apprentissage avec un objectif là aussi très concret, s'en sortir, produire des revenus, en particulier pour les femmes nomades qui vivent dans le désert de Gobi. Les moyens, ce sont des maîtres itinérants ou des éditions de brochures, mais aussi l'enseignement à distance grâce à la radio. Là, il s'agit d'acquérir des savoirs basiques, lire, écrire, tricoter, compter pour vendre, la gestion, la santé de la cellule familiale. D'ailleurs, cette formule a suffisamment bien marché en Mongolie pour qu'elle puisse être partiellement reproduite dans les montagnes centrales du Laos auprès des minorités ethniques Miao et Mon. On a aussi des expériences d'enseignement avec des bus qui vont de village en village en Haïti. Ou bien d'autres expériences comme le tri des déchets dans les décharges devenus villages à Manille ou au Caire. Ce tri permet un recyclage des ordures pour vendre les objets ainsi fabriqués afin d'acheter ensuite des cahiers ou des livres ou simplement acheter de quoi manger. Économie par la débrouille, apprentissage par la débrouille, voire école par la débrouille, c'est-à-dire l'invention. De toute façon, on n'est jamais trop pauvre pour un projet d'éducation. Mais attention, je n'indique pas là pour autant comme une légitimité d'une pauvre éducation pour les pauvres. Non, il faut fournir une garantie minimum pour survivre à l'avenir, une sorte de SMIC de l'éducation. En situation de pauvreté, il faut des programmes à la carte, c'est-à-dire totalement informels et réinventés à chaque fois. Alors pourquoi ces deux textes sur l'éducation dans le dessous des cartes? Eh bien pour exprimer, une fois n'est pas coutume, des convictions personnelles. D'abord pour réfléchir ensemble à par quoi commencer.
en cette année 2001, on a un vrai allègement de la dette des pays en développement. Alors où est l'œuf et où est la poule? Éducation d'abord ou développement en premier? Car comment dissocier les choses, puisque tout commence par cela, apprendre. Sans savoir lire, écrire, se débrouiller, sans avoir ces gestes fondamentaux qui nous semblent si évidents depuis si longtemps, à nous les gens du Nord, rien n'est possible. Tout se ferme, c'est la porte ouverte vers la délinquance, la marginalisation, l'exclusion et peut-être le conflit. Ensuite, et c'est la deuxième raison, apprendre est aussi un instrument de lutte contre la guerre. Alors quel est le rapport? Le rapport, c'est que la guerre naît dans la tête des hommes et non pas dans un déterminisme historique et encore moins géographique. C'est donc dans l'esprit des hommes qu'il faut la combattre. Ainsi, faire savoir, faire comprendre, enseigner font partie de ce combat. Les sources statistiques et les tableaux que je vous ai montrés aujourd'hui, vous pouvez les retrouver et les approfondir dans ce document statistique qui est publié par l'UNESCO, l'éducation pour tous à l'an 2000, ou alors sur le site de l'UNESCO, unesco.org. Vous pouvez aussi approfondir le problème de l'investissement éducation sur les femmes en lisant L'école et les filles en Afrique, sous la direction de Marie-France Lange, aux éditions Cartala. Et puis, comme l'éducation ouvre sur énormément de disciplines et de domaines, vous pouvez lire L'éducation, un trésor est caché dedans. C'est un rapport préparé pour l'UNESCO sous la direction de Jacques Delors, où il développe le concept de société éducative, c'est-à-dire tout peut être une occasion d'apprendre, tout peut être outil contre l'exclusion. Parce que l'éducation, est-il expliqué dans ce rapport, c'est une substance. Ce n'est pas seulement un cadre, ni même une durée. Ce n'est pas le temps qu'on passe à l'école, mais c'est plutôt la qualité de l'enseignement reçu qui façonne cet acquis qui ensuite peut devenir tout à fait utilisable. Alors si vous voulez retrouver ces références, si vous n'avez pas eu le temps de les noter, vous pouvez aller sur le site du dessous des cartes dont l'adresse est arte-tv.com.